les amis, content de vous retrouver pour ce rendez-vous hebdomadaire d'émission d'information et de formation. Aujourd'hui, un sujet difficile, mais un sujet quotidien qui vous concerne vraiment tous les jours, moi aussi, sur les prix, pourquoi les prix augmentent, pourquoi, qu'est-ce que c'est qu'on appelle l'inflation. Et pour en parler avec nous et pour nous présenter ça de façon claire, Evelyne Couturier, qui est économiste à l'IRIS. L'inflation, qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Pourquoi ça vient d'un seul coup, là? Et parce que des gens s'imaginent que c'est la COVID. C'est pas un microbe, là. Non, non, mais c'est un cocktail très complexe, très. Il y a beaucoup d'objets, d'ingrédients dans le cocktail de l'inflation qu'on a présentement. Puis la première chose qu'on pourrait dire, c'est de faire la distinction entre l'inflation qu'on a vécue à la fin des années 70, dans les années 80, qui est la période inflationniste que les gens ont le plus vécu, ont plus à la mémoire. À ce moment-là, l'inflation était causée par un ensemble de raisons. Et une des théories derrière l'inflation, mais aussi la décision de monter les taux d'intérêt dans les années 80, c'était qu'il y avait un rapport de force qui était très important avec les travailleurs et les travailleuses. Donc, les travailleurs et les travailleuses, le mouvement syndical était fort, tant dans le privé que dans le public. Il réussit à négocier des importantes augmentations de salaire. Il y avait une situation Oui. d'emploi qui était plutôt sympathique. Et là, il y a eu de l'inflation et on a décidé d'hausser les taux directeurs, ce qui faisait l'affaire des politiciens de l'époque parce que quand on augmente le taux directeur, qu'est-ce qui se passe? On retire l'argent de l'économie et ça induit une récession. Et lorsqu'on a une récession, ben, ça affaiblit le pouvoir des travailleurs et travailleuses parce qu'on crée du chômage, on crée des pertes d'emploi, on reconfigure un peu l'économie. Ça, c'est ce qui s'est passé dans les années 80. Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation qui est complètement différente. D'une part, le rapport de force avec les travailleurs et travailleuses est beaucoup moins fort. Et quand on regarde qu'est-ce qui cause l'inflation, c'est absolument pas un apport d'argent qui arrive de nulle part. C'est plutôt des causes qui sont structurelles. Je dirais qu'il y a quatre causes principales. La première, c'est bien évidemment le prix du pétrole. Les pays de l'OPEP qui ont décidé de ne pas augmenter leur production de pétrole. Le pétrole coûte cher et tout dépend du pétrole dans notre économie à cause du transport, mais aussi parce que on est une société de consommation où le plastique est important et le plastique, ça vient également du pétrole. Donc, le pétrole pour le transport, pour la fabrication. La fabrication, ça m'amène à parler de la deuxième raison pourquoi on a de l'inflation, c'est les chaînes d'approvisionnement. Alors là, quand on parle des chaînes d'approvisionnement, on peut dire que la COVID est en compte parce que Ouais. on s'est retrouvé dans tous les pays où il y a eu de la COVID, il a fallu fermer les économies, il a fallu isoler des personnes qui étaient malades, mais c'est sûr que les personnes malades qui sont isolées ou les économies qui sont mises au ralenti pour essayer de diminuer la contagion, mais ça fait que les gens peuvent pas fabriquer, travailler, transporter, etc. Donc, ça réduit les chaînes d'approvisionnement. Et pendant la COVID, on a vu que le prix des containers pour déplacer les objets ont explosé. Ça coûtait de plus en plus cher transporter le matériel. Donc, encore là, on voit le pétrole coûte cher, les chaînes d'approvisionnement qui sont dérangées, qui coûtent aussi plus cher. La troisième raison pourquoi on a de l'inflation, c'est qu'il y a certaines entreprises qui ont vu leurs profits diminuer pendant la COVID. Et une fois que l'économie a recommencé à fonctionner, ben, ils essaient d'aller chercher le plus d'argent possible de la part des consommateurs, de Mhm. regarnir leur compte, de regarnir leur coffre. Et c'est accessible pour eux d'augmenter les prix et les consommateurs continuent à venir. Entre autres parce que, je l'ai mentionné, on est dans une situation qui est sans précédent à cause de la COVID, mais également parce qu'on a un plein emploi induit par le vieillissement de la population, induit par la COVID qui a fermé certaines industries, qui a permis de repartir d'autres. Donc, il y a vraiment eu un changement dans la configuration de la force de travail. Donc, les entreprises se retrouvent à avoir des consommateurs qui sont prêts à dépenser plus pour certaines denrées. Donc, ça, c'est le troisième facteur qui explique l'inflation. Et le quatrième, qu'il faut pas oublier, et on y revient toujours, et à peu près à chaque entrevue que je fais sur n'importe quel sujet, on y revient toujours, c'est les changements climatiques. Les changements climatiques qui ont aussi eu un impact sur
les champs et l'agriculture, la production d'aliments, les feux de forêt, les inondations, les sécheresses vont aussi avoir des impacts sur les usines de fabrication, sur les endroits où est-ce qu'on va faire la manufacture, sur le transport. Il va y avoir des routes qui vont être brisées, etc. Et ça aussi, ça fait augmenter les prix. Donc, on a un cocktail, comme vous pouvez voir, plein de raisons. Et avec Hmm. la COVID, c'est comme si on avait eu un goulot d'étranglement qui ont amené tous ces morceaux-là qui auraient existé plus ou moins quand même sans la COVID, à un certain niveau, se sont retrouvés tout pris ensemble et on se retrouve avec une inflation qui est beaucoup plus élevée dans les derniers mois que ce qu'on a pu voir dans les dernières années. Les gens n'ont pas grande prise sur cette inflation parce que l'inflation ne dépend pas de nos choix de consommation autant qu'il dépend d'un système économique, un système de consommation qui a été usé, qui a été tiré. L'élastique a tellement tiré. Je rajouterais aussi qu'on a passé une 30 ans avec une inflation qui était très contrôlée autour de 2, Ouais. des fois 3, des fois un peu en bas de 2 mais que cette inflation contrôlée elle ne vient pas seulement du fait que la Banque du Canada faisait son travail avec les taux directeurs. Puis on se rappelle, les taux directeurs étaient tellement bas qu'il n'y avait pas beaucoup de marge de manœuvre. En fait, les bas taux d'intérêt, en fait, le bas taux d'inflation s'expliquait aussi par le fait qu'on a délocalisé beaucoup d'entreprises, par le fait on a une main-d'œuvre qui est précarisée. On peut penser à l'ubérisation du travail, aussi un modèle d'affaires, le just-in-time, qui tirait l'élastique pour essayer d'économiser le plus d'argent possible dans sa chaîne de production. Eh bien, tout ça a permis de garder une inflation peut-être un peu artificiellement bas. Et là, maintenant, on se rend compte que c'est des modèles d'affaires qui ne sont pas soutenables. Donc, on ne reviendra pas à une inflation de 2 à court terme. Je ne pense pas que ce soit soutenable pour nos économies. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, il y a mettre la pression sur les gens qui prennent des décisions pour avoir des fonds d'investissement, pour améliorer les chaînes de distribution, relocaliser l'économie. Si l'économie est basée proche de nous, alors c'est plus facile d'aller chercher les choses. Et les chaînes d'approvisionnement, s'ils brisent, ben, c'est plus facile de les réparer quand les chaînes sont courtes. Mettre aussi de la pression sur les gens qui prennent des décisions d'ajuster les revenus des gens, particulièrement les gens qui ont des revenus fixes. On pense par exemple aux retraités qui n'ont pas une grande marge de manœuvre pour augmenter leurs revenus, mais aussi les personnes sur l'aide sociale. Les personnes qui travaillent doivent s'arranger pour doivent essayer de faire leur mieux pour avoir une augmentation de salaire pour compenser l'inflation. Alors, si on réussit à compenser l'inflation chez les travailleurs et travailleuses, si on réussit à compenser l'inflation chez les personnes qui ont un revenu fixe, bien à ce moment-là, les personnes qui vont avoir le plus gros impact de l'inflation vont être les personnes qui ont des revenus financiers qui sont très élevés. Et ça, ils peuvent se permettre une certaine marge de manœuvre plus grande que les personnes qui ont des revenus plus faibles. Si je comprends bien, on va vers une révolution tranquille numéro 2, parce que ça va faire des changements dans la structure. Là. Il va falloir vraiment... Ça serait ça qu'il faudrait faire pour pouvoir avoir un impact sur l'inflation, puis s'assurer que que l'ensemble ou le maximum des personnes au Québec puissent continuer de répondre à leurs besoins. Mais la Banque du Canada, sa stratégie, c'est vraiment d'augmenter le taux directeur. Même si augmenter le taux directeur, ben, ça permet d'enlever de l'argent de l'économie, mais ça ne permet pas de régler la question du pétrole, ça ne permet pas de régler la question des chaînes d'approvisionnement, ça ne permet pas d'agir sur les profits des entreprises qui ont décidé d'aller chercher en masse après la pandémie, et ça ne règle pas du tout la crise climatique non plus. Alors, cette situation-là fait qu'on s'en va plus vers plus du même et augmenter le taux directeur, l'effet que ça va avoir, c'est d'induire une récession. Peut-être que les prix vont descendre suite à ça, mais sans avoir un effet structurant et en ayant un effet grandement négatif sur la population, particulièrement les personnes qui sont au travail. Merci beaucoup. Hein. On vient d'être nourri par une leçon complète d'économie, mais aussi d'économie politique et écologique. Alors, merci beaucoup, Evelyne, et à très bientôt.